Ah oui, ça sent le futur, la dystopie, les références à Blade Runner, Ubik, l'œuvre de Philip K. Dick en général, mais aussi à tous ces jeux cyberpunk qui commencent à fleurir d'un peu partout dans le monde. Comme si un gros titre cyberpunk allait tous les invisibiliser d'un coup d'un seul en fin d'année, allez savoir. Il n'empêche qu'aujourd'hui, on va parler de Cloudpunk. Mais en vrai, j'ai menti, avant on va parler de Phoning Home. Sorti en février 2017 sur PC, Phoning Home est le premier jeu de Ionlands, un studio de développement indépendant fondé par Marco Dieckmann. Avec ce premier jeu, on a eu le droit à des graphismes saisissants, surtout pour une si petite équipe et un projet sans grande envergure, mais à l'époque il m'avait laissé perplexe. L'aventure était belle, le monde était intéressant à découvrir, mais le scénario était trop simple et le gameplay extrêmement perfectible. Et surtout, on se faisait balader d'un point A à un point B à tout bout de champ. Eh bien Cloudpunk souffre des exacts mêmes défauts. Mais je vais déjà beaucoup trop vite. Revenons aux bases. De quoi parle Cloudpunk ? Who are you? I'm here to deliver a package. Sure you are. Fuck off. On y joue Rania, fraîchement arrivée dans la mégalopole Nivalis, qui ressemble extrêmement à toutes ces villes anxiogènes de films dont le jeu s'inspire. Les grands buildings, dont on ne voit ni la base ni le toit, la circulation dense, les publicités s'affichant partout, tout le temps, on est en terrain connu. Cloudpunk crache son envie de cyberpunk à chaque frame, et un constat s'impose dès le lancement du jeu, l'ambiance est folle, c'est beau, et les musiques vous plongent immédiatement dans l'univers. C'est beau parce que c'est du voxel, cette petite technologie donnant du volume à tout ce qu'elle touche. De près, tout est perfectible, mais avec sa caméra éloignée, Cloudpunk fait des miracles. La ville est magnifique, les lumières font tout le travail d'ambiance visuelle et on se plaît réellement à naviguer sur les routes si rapides et bondées de Nivalis. Deux étapes sont proposées niveau gameplay. Tout d'abord les phases à pied, sur de longs trajets dans plusieurs quartiers qui ne se connectent jamais entre eux. Pour passer de l'un à l'autre, il faut prendre son véhicule au parking du coin et voler jusqu'au prochain parking lié à une autre parcelle à visiter. On vole alors de parking en parking pour faire des rencontres parfois amusantes, parfois originales, souvent scénaristiquement engagées et traitant d'un sujet particulièrement d'actualité. L'aspect dystopique du jeu crie son existence à chaque ligne de dialogue. Rania, driver. So what went wrong? Everything. Hyper-gentrified rent closed my office, a debt corp took my augments. The wounds didn't heal, I was in pain. I started with Jews and worked my way up the periodic table of painkillers till I got here. Rania n'est pas qu'une habitante de Nivalis, elle est surtout engagée comme livreur chez Cloudpunk. Et le jeu va vous raconter sa première nuit dans cette société plus ou moins légale, tout au plus à la limite du tolérable pour les autorités en place. Ce sera une nuit chargée en événements qui vous proposera entre 8h et 10h de jeu. Une grosse nuit donc, avec une seule petite sieste au rendez-vous. Côté personnage, vous aurez le droit à une petite quinzaine de quêtes annexes toutes simples à base de discussions et d'allers-retours pour donner un objet à qui de droit façon point and click. A vrai dire, ces quêtes annexes sont un souci. Elles ralentissent le rythme d'un jeu qui ne le maîtrise pas beaucoup. La faute à des quartiers qui se ressemblent beaucoup les uns des autres et un personnage principal beaucoup trop lent. Vous pouvez manger ou boire pour accélérer la cadence, mais ce n'est pas non plus magique. Alors ceux qui me suivent le savent, j'adore les Walking Simulator, les jeux qui prennent leur temps. Le problème, c'est que là, l'univers copie-colle ses voxels à chaque coin de rue. Du coup, d'accord, c'est vraiment chouette de se balader pendant la première heure de jeu et de prendre son temps. Moins lors de la seconde heure. Carrément pas à la 5e heure, et chaque pas des derniers moments de l'intrigue est d'une pénibilité certaine. En véhicule, c'est déjà mieux. La conduite est amusante parce qu'elle demande d'être un minimum rigoureux, et ce, même avec les quelques améliorations que l'on peut glaner au fil du scénario. Le taco du début pourra aussi être changé en milieu d'histoire, pour une voiture au choix parmi plusieurs très différentes visuellement. Côté personnalisation, vous changerez la couleur de votre traînée de néon et rien d'autre, ce qui est vraiment dommage. On retrouve le même défaut qu'à pied, c'est toujours le même copier-coller de route et d'embranchement. Les secteurs sont tous séparés en hubs de chargement identiques et la répétition est énorme. Mais la voiture est plus amusante à contrôler. Le petit boost fait son effet du moment qu'on l'a acheté et on s'ennuie moins devant la monotonie du tout. Évidemment, tout ce potentiel ennui est cassé par la narration du jeu. Rania va parler à plein de personnages via sa radio du futur, mais surtout à deux protagonistes principaux. Control, pour commencer, son patron, en tous les cas celui qui lui donne les informations de sa prochaine mission, de livreuse, taxi, femme à tout faire du futur. I'm really just here to wave them off, miss. Damn it. Control, are you on the comm? What do I do? The race has already started. I'm here.
Joe won't get far without that part. I'm giving you a nav point. Seems like he might have broken down already. Et il y a Camus, un automata, une intelligence artificielle qui n'est autre que l'ancien esprit d'un chien. Il est clairement le personnage le plus comique du lot et surtout celui qui permet aux joueurs d'en comprendre davantage sur le monde qui l'entoure, puisque lui aussi vient d'arriver et se retrouve un peu perdu. Why do you need the coffee? I've never worked night shift before, Camus. Coffee creates the illusion that I'm actually still awake. You wouldn't understand. You don't sleep. I sleep. I guess you go offline and recompile your source code. That's a bit like sleeping. I sleep. Camus et les autres personnages prouvent une chose, l'écriture est globalement de qualité et c'est la potentielle force du jeu. Techniquement, par contre, on passe un peu son temps à attendre qu'un dialogue se termine alors qu'on est déjà arrivé à destination, planté devant le prochain PNJ avec qui discuter ensuite. Le rythme en prend un sacré coup et la logique de ce monde et de sa temporalité n'en sort pas non plus indemne. Mais le souci des plus principaux que j'ai avec ce que Cloudpunk raconte, c'est qu'on est en pur cliché du monde cyberpunk. On aura le droit aux intelligences artificielles qui se posent des questions existentielles, aux drogues à tous les coins de rue, aux publicités envahissantes, au clivage entre les riches dans leur tour et les pauvres dans les bas-fonds, qui souffrent de cette fracture sociale injuste, aux religions nouvelles qui proviennent d'un monde cybernétique où les choses ont plus difficilement de sens, et à toutes ces idées 1 milliard de fois traitées dans 1 million d'œuvres désormais cultes. On fait une référence à une œuvre de Kadik à tous les coins de rue. La narration prend le film Blade Runner, déjà lui-même tiré d'une nouvelle de Kadik, et y puise pas mal de thèmes récurrents. Le scénario de Cloudpunk ira même jusqu'à vous proposer un personnage nommé Huxley, en référence à l'auteur du Meilleur des Mondes, entre autres perles du genre. My ship had finally come in, but in this case, the ship was a battered Hova. Redemption comes in all shapes and sizes, sometimes with bumps, dents, and a dime store paint job. What? Who is this? The dame wanted a name. What did I have left to lose? And nothing but my hat. Un Huxley qui jouera les détectives de polar comme Tex Murphy l'a fait avant lui. Un Tex Murphy qui s'est déroulé lui aussi dans un monde à la Blade Runner. Il y a même un lieu inspiré des Dossiers de Raiden, l'œuvre littéraire de Jim Butcher, à qui le jeu vole pas mal de principes d'ambiance. Bref, on a déjà vu ça 1000 fois et ça m'a sorti autant de fois du jeu et de son univers. Mais j'ai fini Cloudpunk. En 4 sessions d'environ 2 heures, j'arrêtais, je rageais, je me disais que ce n'était pas possible d'être aussi lent, aussi répétitif, et de claquer des références aussi classiques et déjà digérées par tant d'œuvres depuis. Mais à chaque fois, j'y retournais, parce que Rania, Camus et Huxley, je les aime bien. La conduite de la voiture est apaisante, l'ambiance musicale fonctionne à 100% alors qu'elle s'inspire elle aussi beaucoup trop du travail d'Evangelis sur Blade Runner. Bref, j'y revenais toujours parce que j'aimais cette ambiance déjà vue, déjà vécue, déjà parcourue mais pas sous cette forme, pas habillée de ce joli voxel. Alors je ne vais pas vous mentir, le finir fut un soulagement. Mais ce fut aussi le moment où une idée me trotta en tête sur ma façon de voir les choses. Parce que finalement, au-delà de son gameplay trop simple et de sa narration mal rythmée, je reproche une seule chose. Il est absolument pas original et reprend tout ce que l'on connaît déjà du cyberpunk populaire et de la dystopie sci-fi. Sauf que j'ai beaucoup de mal à ne pas me considérer dans ce cas-là comme un mec prétentieux qui vient dire aux générations d'aujourd'hui que Kadik et Blade Runner c'est quand même la base, qu'il faut avoir lu Fondation à 8 ans, joué à Deus Ex à l'époque de sa sortie et avoir terminé l'adaptation du roman ubique de Cryo. Non là je déconne, personne n'osera faire ça. Ce que je veux dire c'est que si Cloudpunk se nourrit de toutes ces références classiques pour plusieurs générations, afin de les redistribuer à sa sauce à tout un pan de nouveaux joueurs et découvreurs d'univers, dans le même but de les inspirer, de les faire réfléchir, s'évader, se passionner pour un monde si particulier, qui je suis pour juger ça? Parce que la culture n'est que plus belle lorsqu'elle sait se transmettre de façon générationnelle, et ce, sans jugement personnel ni phrase de vieux con boomer. Oui, Cloudpunk vole sans vergogne les thèmes des œuvres dont il s'inspire, mais il les partage par exemple à tous les joueurs et joueuses peut-être intéressés par autre chose que la vieille littérature et les films en VHS de papa et maman, de grand-père et grand-mère, voire des livres d'histoire et des soirées où l'on se perd sur Wikipédia. C'est des tas de jeunes esprits qui ne connaissent peut-être pas encore la dystopie, le cyberpunk, la sci-fi crasse aux thèmes de société moderne et qui font très vite réfléchir sur le présent et l'avenir. Et qui ont découvert tout cela parce que MrMV, jeuxvideo.com et un tas d'influenceurs et de journalistes vont leur mettre sous le nez sans qu'ils s'y attendent. Parce que Internet fait le boulot que faisait la télévision à la génération d'avant. Et qu'entre tout cela, les bibliothèques et médiathèques seront toujours là, bien vivantes, pour faire le lien entre les œuvres modernes et qu'on a peur de voir être oubliées au fil du temps.
Plus que dans tout autre art, le jeu vidéo est beaucoup enclin à être jugé pour son manque d'originalité. Comme s'il ne créait déjà pas de très originaux univers, et sûrement davantage que dans d'autres médiums. Le jeu vidéo se devrait d'être à chaque œuvre totalement différent et porteur de choses nouvelles. Pourtant, plus que tout autre loisir très bien installé comme la littérature, qui est loin d'être désertée par la jeunesse, ou le cinéma, que Netflix a définitivement installé dans le smartphone de tout adolescent, le jeu vidéo a besoin de remettre en avant ce dont il s'inspire, pour pouvoir remettre les bases au goût du jour et pouvoir là aussi ensuite repousser les limites de la création. Cloudpunk, c'est le cliché, c'est la base, le fondement même de l'univers néo-noir cyberpunk dystopique, avalé, digéré, ravalé, redigéré et servi en bouillie de voxel appétissante en la voyant, mais fade pour quiconque ayant déjà dîné en compagnie d'un répliquant. Mais c'est aussi un ambassadeur parmi tant d'autres, avec ses qualités et ses défauts, de ces 3 termes précités qui ne parleront pas à tout le monde. Et selon moi, cela lui donne toute légitimité à exister, à passionner et à plaire. Et le critiquer pour cela, comme axe principal d'une critique qui part vers le négatif, je pense que ce serait juste une énorme connerie. Et parce que je pense que finir cette vidéo sur le mot connerie n'est peut-être pas l'idéal, laissez-moi vous rappeler de vous abonner, de mettre la cloche de YouTube et de poster tous vos commentaires pour me dire à quel point j'ai tort ou j'ai raison. Et pour le mot de la fin, je le laisse à Camus. Will we get in trouble? Merci à tous!